Aujourd'hui, dans le cadre des Échos de la finance, nous allons revenir et prolonger une première émission que nous avions déjà faite sur un des trésors d'Haïti, trésor méconnu, trésor mal exploité ou même inexploité, alors qu'elle a cette mine, un potentiel extraordinaire que nous allons essayer de découvrir aujourd'hui. Il s'agit pour la seconde fois du clairin, équivalent du rhum agricole. Encore une fois, notre ami William Savary est là pour nous montrer les chemins à suivre. Bonsoir William et bienvenue. Bonsoir Serge, bonsoir Haïti, bonsoir Métropole, bonsoir tout le monde. Comme nous l'avons déjà dit, le clairin subit un préjugé en Haïti. Le clairin, c'est l'alcool des pauvres, c'est l'alcool de la paysannerie, ça ne vaut pas un bon whisky, un bon 5 étoiles, etc., etc. Et pourtant, il y a d'excellents clairins. Il faut savoir que le clairin est produit pratiquement sur toute l'étendue du territoire, qu'il y a différents types de cannes qui donneront donc différents types de clairins, tout comme différentes vignes donnent différents types de vins. Et puis en plus, il y a les petits secrets de famille. Voilà, donc nous allons aujourd'hui peut-être voir ce que finalement le clairin à l'origine, c'est de la canne à sucre. Bon, la dernière fois, nous avons évoqué plusieurs aspects de la production du clairin. Ouais. Et nous avons également évoqué le fait que, par exemple, chaque zone, la zone de Saint-Michel, la zone du Cap, la zone de Léogane, leurs clairins ont une certaine particularité. Oui. Mais une chose que nous avions mentionnée, c'était que le potentiel économique du clairin est encore inexploité. Voilà. Et c'est sur quoi nous allons insister aujourd'hui. Maintenant, pour exploiter le potentiel économique du clairin, il y a certaines étapes qu'il faut au prime abord que le pays traverse. Et une des étapes, par exemple, c'est quel marché viser. Voilà. Donc, nous sommes à 90 km des États-Unis. Et bon, le fait que d'avoir vécu, plusieurs Haïtiens ont vécu longtemps là-bas, et moi y inclus, je dirais que le marché américain, c'est un marché qui vaut la peine d'être exploré. Pourquoi ? C'est un marché qui est fondamentalement libre. Et bien sûr, fondamentalement libre, ça ne veut pas dire qu'on peut aller sur le marché et distribuer ses produits willy-nilly sans aucune réglementation. Parce qu'il y a des autorités qui réglementent ou qui régulent le marché de l'alcool. Par exemple, aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle le Federal Alcohol Administration. Oui. Le Federal Alcohol Administration régule le marché de l'alcool. Et en dessous de cette loi, il y a le Tobacco and Trading Bureau. Si vous voulez, Tax and Trade Bureau, TTB. C'est le bureau qui s'occupe d'imposer les taxes sur ce qui vient, et également d'émettre les licences d'importation des produits alcoolisés sur le marché américain. Oui, mais non seulement ça, aux États-Unis, n'importe quel établissement ne peut pas vendre d'alcool. Vous devez obtenir une licence de vente d'alcool. Et cette licence est extrêmement réglementée et c'est pas évident. Bon, écoutez, c'est pas évident d'obtenir. Il y a différentes façons de procéder. On peut procéder et remplir les formulaires, les formalités qu'il faut. Parce que c'est pas évident, mais c'est pas difficile non plus. Parce que les États-Unis, le marché américain... Pas dit que c'était difficile, c'est strict. Ouais. Si vous ouvrez un restaurant, vous ne pourrez pas y servir de la bière ou du vin vous n'avez pas cette fameuse licence. Cette licence... Bien sûr, il faut la demander, mais c'est pas si facile à obtenir. Je le sais, j'avais essayé de le faire. Maintenant, les procédures pour obtenir la licence, c'est pas par magie.
Il faut les procédures, il y a des spécialistes, il y a des gens qui se spécialisent à satisfaire les formulaires qu'il faut jusqu'à l'aboutissement de l'obtention des permis. Maintenant, il y a en plus de ceci, il y a si quelqu'un ne peut pas obtenir la licence, mais il y a des contrats qui peuvent être négociés entre les gens qui sont déjà sur le marché, qui sont engagés dans la distribution. Parce qu'en Haïti, nous sommes des producteurs, on produit le clairin, mais ça ne veut pas dire que le producteur soit celui qui aussi distribue. Parce qu'en général, en Haïti, les gens pensent que la personne qui est dans la manufacture, c'est aussi la personne qui est responsable de la distribution et de la commercialisation de produits. Ce n'est pas vrai du tout, ce n'est pas évident. Parce que la production, c'est un champ d'activité. La commercialisation et la distribution, c'est autre chose. Et maintenant, nous autres, comme nous sommes dans la manufacture, on a besoin de négocier des contrats avec des maisons de distribution. Donc ça, c'est la première chose. Maintenant, à travers les maisons, avoir un contrat de distribution, c'est une chose. Mais il y a la loi fédérale qui réglemente le marché, mais aussi au niveau des États, il y a également des lois par État qui régulent le marché. Donc, le marché, quoi que le marché soit... Ce qui rend que le marché soit très difficile à pénétrer, c'est pourquoi on négocie avec des gens qui sont déjà sur le marché et qui ont le droit d'importer. Et le clairin, c'est un produit extraordinaire. Et trouver des distributeurs pour le clairin, ce sera pas là, c'est pas magie non plus. Oui, donc, absolument, maintenant, oui. Le clairin, c'est un produit alcoolisé. Il y a plusieurs entités aux États-Unis qui régulent le clairin. Il y a le FDA qui régule. Et il faut dire aussi que le FDA régule tous les produits agricoles qui sont importés aux États-Unis. Donc, il y a le Tobacco and Trade Commission, il y a FDA, il y a le Custom Borders, les gens qui sont à la douane. Si toutefois vous traversez la douane, vous rentrez aux États-Unis avec 2 caisses de rhum Barbancourt, vous allez être taxé sur la seconde caisse. Donc, tout ceci pour vous dire que la production du clairin en Haïti, il y a à côté de nous, à 90 km, un marché qui peut être exploité. Et la chose intéressante, c'est un marché où il y a un pouvoir d'achat. Il y a 350 millions de gens et qui consomment de l'alcool. Et qui consomment de l'alcool, absolument. Donc ça, c'est une première chose. Maintenant, avant d'arriver là, il y a une étape, je pense qu'en Haïti, nous devrions explorer vraiment sérieusement. Et nous l'avons évoqué la dernière fois, c'est la standardisation du produit. On n'avait pas développé cet aspect. Parce que la standardisation du produit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la qualité du produit sera, selon les principes de la météorologie, la même qualité, que ce soit pour une bouteille, que ce soit pour 100 millions de bouteilles. Contrôle de qualité. Maintenant, ce qui est intéressant pour nous autres en Haïti, nous faisons partie de CARICOM. Il y a une organisation au niveau de CARICOM qui s'appelle le Quick Cross, je crois, et qui s'occupe effectivement de la standardisation des produits qui viennent de notre région. Donc, mettre en place un système de standardisation du clairin haïtien, en fait, nous pouvons ne pas avoir le savoir-faire et l'expertise en Haïti, mais le savoir-faire et l'expertise sont disponibles dans la région. Et c'est la meilleure garantie. Oui, parce qu'il faut une garantie, pour la standardisation, pour s'assurer que le produit, d'une part, n'est pas contaminé. Est fabriqué dans de bonnes conditions sanitaires, etc. Et ceci indépendamment des régions. Oui. Parce que la standardisation, c'est vraiment le minimum qu'il faut pour que le clairin puisse avoir le label fait en Haïti. Donc et là, ça risque de poser quelques problèmes parce que, comme vous l'aviez signalé la dernière fois, il y a entre 500 et 600 guildives différentes qui sont très souvent des très petites unités qui fabriquent pratiquement pour le village alentour. Et bon, les conditions d'hygiène et de fabrication ne sont pas toujours extrêmement bien respectées. Bon, c'est là qu'il faut arriver à standardiser. Maintenant, les choses. Ce qui veut dire qu'il faudrait également un bureau national de standardisation du clairin. Et ce bureau national sera responsable de distribuer les qualités, ce qu'il faut pour qu'un clairin puisse avoir le label Made in Haiti et pouvoir être exporté. Voilà. Et si on parvient là, si on parvient à le faire, parce qu'il faudrait également avoir des laboratoires
qui vont pouvoir tester le produit. Il faut également avoir la qualité de la canne. Il faut donc tout ceci rentre dans le cadre de conquête de marché. Et pour conquérir des marchés, il faut que le produit soit à niveau international, selon des normes, des standards internationaux, et qui seraient d'une part soumis également aux autorités américaines qui sont responsables de réguler le marché, pour savoir qu'il y a un produit de qualité dans la région qui effectivement peut être vendu sur le marché américain, et qui est déjà vendu sur le marché américain mais là, et européen d'ailleurs. Là, on arrive, parce que là, moi, j'ai de plus gros rêves. Oui. Je vous ai vu venir. Maintenant, pour que les gens, pourquoi il faut contempler le potentiel économique du clairin? Voilà. Aujourd'hui, un hectare produit à peu près... en fait, il y a certains pays, par exemple en Inde, où ils peuvent produire jusqu'à 45 tonnes de canne à sucre par hectare. Et en Haïti, la production varie entre 20 et 30 tonnes. Donc, fondamentalement, si on prend la moyenne de 45 tonnes par hectare, ça vous donne une idée approximativement du potentiel d'un hectare. Hein? Maintenant, 45 tonnes de canne à sucre, 45 tonnes de canne à sucre, vous donnent 4500 litres de clairin. OK. Alors entendons-nous bien. 45 tonnes par hectare. OK. Ouais. C'est-à-dire un peu moins qu'un carreau. Un peu moins qu'un carreau. Ça vous donne 45 000 litres de jus de canne, de clairin, jus de canne qui va être transformé. Maintenant, 45 000, ça vous donne 4 500 000 centilitres. Parce qu'on a qu'à multiplier par 100. Et maintenant, si on prend la moyenne du contenu d'une bouteille, qui représente 75 centilitres ou 750 millilitres, ça vous donne 6 000 bouteilles par hectare. Donc, un hectare, 6 000 après transformation, égale à 6 000 bouteilles de clairin. Donc, vous autres vous êtes propriétaires de Gildiv, vous devez faire une note de ces chiffres, parce que ces chiffres vont vous donner une idée de comment le clairin pourrait améliorer la fortune dans le secteur agricole et dans la paysannerie. Et maintenant, attention, c'est 6 000 bouteilles par récolte. Par récolte, bien sûr. Maintenant, si on prend... Sur le marché international, nous avons vérifié la dernière fois, il y a un clairin qui se vend à $50 la bouteille. Il y a d'autres à $30 la bouteille, d'autres à $125 la bouteille. Donc, 5 000 bouteilles, si vous avez 6 000 bouteilles à $50, ça vous donne $300 000. Si vous voulez prendre de $20, ça vous donne $120 000. Et 10 bouteilles, ça vous donne $60 000. Oui. Enfin, donc, ça, c'est ce qui sort de la poche du consommateur. Du consommateur. Maintenant, c'est pas nécessairement ce qui va rentrer dans la poche du producteur. C'est pourquoi j'ai pris les chiffres. Parce qu'en général, dans la production, il y a 30%. 30% du coût. Le prix de vente, à peu près 30% représente le coût de la production. Donc, avec les marges, donc vous avez déjà, si vous prenez $300 000, on parle déjà si on prend 300 000, 30%, ça vous donne 90 000. Et puis les marges qu'il faut et les frais additionnels, etc. La personne peut facilement gagner beaucoup plus que ce qui est gagné aujourd'hui avec la production du sucre qui rapporte, qui est vendu à 650, qui rapporte $650, $700 par hectare. On a encore vérifié les chiffres, c'est presque désolant. Maintenant, il faut souligner une chose, lorsque nous parlons du clairin et du sucre. Pourquoi je sonne l'alarme, la sonnette d'alarme? Parce que nous avons un problème de chômage dans le pays. Et les gens nous disent que nous sommes pauvres. Les gens disent tout ça. Et il y a des gens qui sont, selon moi, payés pour dire du mal du pays. Bon. J'entends des gens dire constamment que le pays ne produit rien. Je pense que ces gars sont payés pour dire du mal du pays. Je vous le garantis. Maintenant,
Le sucre, c'est un produit réglementé. En fait, le prix du sucre, c'est un produit réglementé sur le marché international. Oui, par les fameuses bourses de Londres. Les fameuses bourses de Londres et de New York et de Chicago. C'est eux qui fixent le prix du sucre. Donc, le paysan qui produit la canne à sucre, c'est un gars qui est à la merci des dictats du marché européen ou du marché américain. Absolument. Et des dictats du marché des commodities, des denrées. Le marché d'alcool est libre. Oui. Donc, vu que les États-Unis, c'est un pays où le marché libre, les États-Unis sont les champions du pays du marché libre, alors je pense que si on fabrique des produits qui pourraient entrer dans la logique du marché libre, c'est pas une mauvaise chose. Oui, non, surtout quand on part du même produit. On parle du même produit, de la même matière première. On parle de la même matière première qui est la canne à sucre. Absolument. La canne à sucre sert à faire grosso modo deux choses, du sucre ou de l'alcool. Ou de l'alcool. Maintenant, quand on fait le sucre, on est à la merci des décideurs de Londres. Ou de New York. Mais c'est surtout à Londres que ça se passe. C'est là que... Ils sont, mais c'est vrai pour le café, pour le cacao, dès que vous êtes dans les produits agricoles, les denrées, voilà, c'est ça. Paf. Et ceci, c'est vraiment... on peut même avoir une discussion politique, parce que c'est l'héritage de la colonisation. D'où les pays qui sont dans la production des denrées sont condamnés à produire pour les marchés des anciens colons. Et les prix de ces denrées sont fixés par les anciens colons. Et si vous ne vendez pas votre produit selon les prix qui sont ajustés, qui sont établis, mais vous restez avec votre produit. Donc, c'est maintenant si on veut vraiment faire la guerre économique, parce qu'en fixant les prix, c'est une forme de guerre économique. Donc, si on veut vraiment transformer la bataille, être du côté des gagnants, il vaut mieux fabriquer un produit qui n'est pas sujet à la fixation des prix. On va nous accuser de promouvoir la consommation d'alcool. Non, pas du tout. Au contraire. Non, mais je comprends tout à fait bien. Grosso modo, nous avons un produit d'exception. Parce que notre clairin vaut n'importe quel rhum agricole, martiniquais, guadeloupéen, etc. Nous avons un produit d'exception. Ce produit d'exception est sous-exploité, pour ne pas dire non exploité. Le marché existe pour exporter. Absolument. Le produit existe et le marché à l'exportation existe. Le rapport par rapport à ce que peut donner un carreau de planter un canne à sucre, ce que ça peut donner sucre vis-à-vis de clairin, il n'y a pas photo, comme on dit. Absolument. Il n'y a pas photo. Donc, ce serait peut-être une bonne chose, en effet, d'essayer d'organiser ce marché et de partir à la conquête. À la conquête de marché. De marché, mais non seulement aux États-Unis, mais à travers le monde d'ailleurs. Non, mais c'est vrai. Enfin, bon, le clairin est un alcool qui ne rougira devant aucun autre alcool. Absolument. Maintenant, il faut signaler que si on parvient à organiser le marché du clairin, ou la production du clairin, et viser les marchés dont nous évoquons là maintenant, c'est ce qui va contribuer à enrichir les propriétaires des cultives, les propriétaires de plantation de canne à sucre, et bien sûr, non seulement les enrichir, comme nous l'avons dit la dernière fois, parce que l'enrichissement se fait avec la valeur ajoutée des actifs, mais aussi la valeur ajoutée des actifs que causerait les revenus additionnels que produiraient les actifs. Donc, c'est vraiment une situation où c'est une lutte contre la pauvreté, c'est une lutte, vraiment, je déteste ce mot, la pauvreté, c'est une lutte pour vraiment
rendre prospères les gens. Je préfère rendre prospères les gens. Parce que, moi, personnellement, j'en ai marre des gens parler de la République d'Haïti comme un pays pauvre. J'en ai marre des gens j'en ai marre d'entendre des gens dire c'est ça? Que le pays ne produit rien. J'en ai marre d'entendre les gens dire qu'il faut les investisseurs étrangers pour faire quoi que ce soit dans le pays. Nous avons plein de potentiel de pays. Maintenant, j'évoque le clairin, mais je vous dis carrément, je peux identifier à peu près 70 autres champs d'investissement qui pourraient être porteurs et transformer ce discours que le pays ne produit rien, que ce discours est faux. Eh bien, nous allons le faire. Mais pour aujourd'hui, et pour ce qui est du clairin, on va s'arrêter. La prochaine fois, je ne sais pas encore ce que ce sera, mais on vous promet progressivement d'explorer tous ces champs du possible et de pousser, d'inciter les gens à se rassembler, à s'organiser et à partir à la conquête du marché international. Merci de nous avoir écoutés, merci de nous avoir accueillis chez vous et bon week-end, à la prochaine.